Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où aujourd'hui votre hôte Jude Melon est en compagnie du CEO, notre créateur Sawyer. Comment vas-tu? Bah écoute, merci, ça va très bien. Et franchement, on est là pour parler d'un film qui fait beaucoup parler de lui et qui Oui. suscite beaucoup de... Pas de débat, parce que le film fait un peu l'unanimité, sauf peut-être chez certaines personnes, mais on en Ouais. parlera plus tard. Mais c'est un film que j'avais assez hâte de voir et que j'étais assez intrigué, par lequel j'étais assez intrigué, donc je suis vraiment content d'en parler là. Et ce film, c'est Life of Chuck ou The Life of Chuck si vous préférez, réalisé par Mike Flanagan. C'est sa troisième adaptation au cinéma de Stephen King, car là, c'est une nouvelle de Stephen King. Et il avait fait avant Jesse, Gerald's Game et oui, Dr. Sleep, qui pour le coup avait divisé la critique. Et donc là, sur The Life of Chuck, après ces séries, notamment on avait évoqué Usher ensemble, hein, c'était un petit peu une légère douche froide et pas une douche de sang, du coup, cette série récente sur Netflix. Mais là, il revient au cinéma et pour interpréter ce fameux Chuck, ce mystérieux Chuck même, hein, on pourrait dire, Tom Hiddleston, très 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 loin de son costume de Loki. Par contre, en version plus jeune, on peut citer, alors, vous le reconnaissez peut-être, Jacob Tremblay, qui a été par exemple dans Doctor Sleep, mais dans d'autres films aussi, jeune star qui commence à bien grandir, et le jeune Benjamin Pajak qui interprète Chuck à l'âge de 11 ans. Voilà, et on va le voir pas mal, notamment sur la piste de danse. On va citer également Chiwetel Ejiofor, Karen Gillian, Mark Hamill, évidemment, Mark Hamill en grand-père, ce qui donne un coup de vieux aux fans de Star Wars originels, bien sûr. Retour au cinéma de Mia Sara et d'autres gens hein, qu'on peut reconnaître, Matthew Lillard par exemple, entre Scooby-Doo et Scream. Ici, il a un rôle un petit peu à la hauteur de sa réputation. Et David Dastmalchian aussi, dont on n'a pas parlé, Ouais, qui est là 2 minutes, mais... exactement, mais il a un caméo très important, hein, malgré tout, et dans une scène où il est marqué et marquant par son émotion, dans la première partie. Car oui, Life of Chuck est divisé en divers chapitres, en 3 actes, et la particularité de ce film, c'est qu'on commence par l'acte 3 et on remonte un petit peu, comme le saumon la rivière, vers l'acte 1 et aux origines de Chuck. Et au début, on ne sait pas trop qui est ce Chuck qui n'apparaît en fait que en termes de on va dire, panneaux publicitaires à la télé, même un avion écrit son nom. Donc on a l'impression que ce Chuck, qui s'appelle de son nom complet Charles Krantz, est très important, mais personne ne sait qui c'est. C'est-à-dire que c'est à se rendre fou. Il y a plein de pubs et tout sur ce gars. Et voilà. Mais le problème n'est pas que là, parce que dans la première partie, on apprend que surtout le monde est en train de s'écrouler. C'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. La Californie qui est en train de tomber. C'est un petit peu dans l'actualité aussi en ce moment, mais autrement, avec des révoltes civiles dans le monde d'un Donald Trump qui va de plus en plus se sentir isolé, et tant mieux. Voilà, petit moment politique, vous connaissez la 7e illusion. Donc, dans le monde entier, ça va vraiment pas bien, et les gens essayent de survivre ou d'attendre la fin. Il y a une idée d'attente aussi dans le film. Et Chuck est partout, mais il n'est pas là. Mais on apprend que c'est quelqu'un qui est visiblement en fin de vie. Alors bon, on va rester vague pour l'instant. On connaîtra évidemment, on va dire, plus son passé dans les actes 2 et 3. Et nous sommes ici en présence d'une sorte de drame fantastique quand même quelque part, mais qui fait aussi la part belle aux petites choses de la vie, pour rester vague. Donc c'est un film assez existentiel, un peu philosophique, disons-le, et qui est facile à l'émotion peut-être. Mais justement, question, mon cher Sawyer, est-ce que ça a marché pour toi dans l'ensemble cinématographique et aussi donc sur le côté émotionnel? Bah écoute, c'est très compliqué parce que du coup, c'est la première réalisation de Mike Flanagan au cinéma que j'ai vu. J'ai pas vu Doctor Sleep, il faut que je le rattrape parce que c'est un film qui cite énormément de débats. Il y a des gens qui le détestent, des gens qui l'adorent. Même dans la Cinémusion, je sais qu'on est assez divisé. J'ai regardé un peu les notes Letterboxd. Et donc voilà, je sais que c'est un réalisateur qui divise quand il est au cinéma, un peu moins quand il est en série. Du coup, moi, j'avais vu globalement, attends, si je compte, ça faisait 4 séries parce que j'ai pas vu Bly Manor du coup de Flanagan, mais j'ai vu Hill House que j'ai adoré. J'ai vu du coup Midnight Mass que j'ai trouvé exceptionnel. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre pour l'instant que je trouve vraiment dingue. Midnight Club, du coup, le truc avec et d'ailleurs, on peut un peu lier Midnight Club à Life of Chuck sur ces gamins qui viennent avec leurs histoires de fantômes et qui sont atteints d'une maladie terminale, en gros, tous globalement, et qui se racontent des histoires d'horreur, qui est une série, du coup, malheureusement, qui a été annulée après sa première saison, du coup, donc vous pouvez retrouver, je crois, sur des Reddit ou sur des trucs, Mike Flanagan qui a raconté un peu ce qui serait passé si la série avait eu une saison 2
mais du coup, ça n'a pas été le cas. Et effectivement, le dernier truc qu'on avait vu et dont on avait parlé d'ailleurs tous les deux sur la chaîne, c'était ce House of Usher qu'on attendait beaucoup parce que toi et moi, en plus, on avait un peu lu du Edgar Allan Poe. C'était intéressant en plus parce que c'était pas juste la maison Usher, c'était un mélange de toutes ces nouvelles et tous ces contes. Et c'est vrai que ça faisait très générique, c'était un peu décevant. Il y avait des bons moments quand j'y repense, il y avait des bonnes scènes et des trucs, mais c'est un peu tout ce que je retiens. C'est des bonnes scènes un peu intéressantes dans une série qui a un peu ni queue ni tête et qui est pas très intéressante. Du coup, autant dire que je savais pas trop quoi penser en fait de ce retour de Mike Flanagan, d'autant plus au cinéma. Et disons que c'est un truc très différent parce que la plupart des films, même si j'en ai vu aucun, ça a l'air de tous d'être des films qui sont très basés horreur. Là, on est plus sur quelque chose de fantastique, d'un peu SF même. Ça me fait la construction me rappelle beaucoup un épisode de la quatrième dimension. En soi, peut-être qu'on pourrait en parler aussi avec un gros casting, un truc. Même si Tom Hiddleston est sur toutes les affiches, faut dire qu'il est là quand même 10-15 minutes à tout casser, un truc comme ça, notamment surtout dans la deuxième partie du film en fait. Et c'est un film à la fois que je trouve qu'il y a des défauts, et je pense qu'il faudra revenir dessus, mais qui en même temps m'a pour le coup bouleversé et qui m'a vraiment eu à plein de moments différents, notamment le final que je trouve absolument glaçant en fait, ce dernier plan je trouve complètement dingue. Et c'est un film en fait ça va être difficile d'en parler parce que c'est un film qui m'a parlé subjectivement en fait, dans le sens où c'est un film avec lequel tu vas être relié ou non, qui peut parfois en faire peut-être un peu trop, on en reparlera, mais que je trouve absolument bouleversant dans sa manière de parler du regret, des qu'est-ce qui nous reste en fait dans les choses en fait. Est-ce que ça vaut le coup d'y repenser, de les suranalyser, d'en parler, ou est-ce qu'il faut juste les ressentir et les vivre? Il y a cette phrase avec je suis bah, moi je l'ai vu en anglais, mais I am multiples, et que je trouve d'une richesse folle. Après, c'est l'écriture aussi de Stephen King. Moi, je n'ai pas lu la nouvelle, je crois que toi si. Mais je trouve que c'est assez bouleversant et réussir à resserrer, parce que on part évidemment sur ce truc de fin du monde dans la première partie pour arriver à un truc beaucoup plus personnel, beaucoup plus intimiste. Plus on avance dans les trois. Il n'y a pas trois histoires parce qu'elles sont toutes reliées entre elles, mais trois segments globalement. Et on arrive sur un truc beaucoup plus intimiste. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc voilà, moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Je pense que c'est un de mes films préférés de l'année, même en ce moment. Maintenant, c'est pas un film qui est exempt de défauts, mais est-ce qu'au final, tu vois, c'est un peu, toi, je sais que tu vois que tu n'as pas aimé Hir. Je suis d'accord que Hir a des défauts. Bon, après, j'ai préféré Hir à celui-ci. Mais tu vois, Hir, c'est un film qui m'a terrassé parce que je l'ai ressenti et parce que c'est un film que j'ai vécu. J'ai pensé directement à ce film-là aussi en termes de comparaison. Et est-ce qu'au final, c'est pas un peu ça, le cinéma? Mais quoi, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Life of Chuck? C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Question de subjectivité absolue. Rappelons que l'appréciation de l'art est avant tout subjectif, et encore plus sur des œuvres comme ça. Et c'est marrant que tu parles de Here parce que je suis pas rentré dedans et du coup je suis passé un peu à côté. Là, je suis rentré dedans, toi aussi, on est rentré dedans à fond. Je connais quelqu'un dans l'équipe qui est pas rentré dedans et l'a pas pu vraiment apprécier. En fait, on en est là. On est dans des films qui jouent beaucoup sur l'émotion, sur le temps, sur voilà ce qui peut être vécu, l'existence au sens large. Et du coup, c'est sûr que si tu n'es pas dans le ton, dans l'atmosphère, parce que tu peux être parasité par des choses qui vont t'embêter, on va en parler ici, peut-être la voix off, la musique, il y a des choses qu'on peut dire, hein. Le piano qui est rajouté par-dessus notamment, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être dérangeantes, mais comme tu l'as dit, hein, alors le vrai terme c'est I contain multitudes, c'est extrait du poème de Walt Whitman, A Song of Myself, qui est extraordinaire, qui est tel quel dans la nouvelle. D'ailleurs, il y a tout ce qui est dit en voix off et que certains personnages disent aussi, c'est les mots de Stephen King. Et on en revient à ce que tu disais un petit peu au début de Mike Flanagan. C'est quelqu'un qui aime beaucoup adapter des histoires. Pas que, hein, où il s'inspire beaucoup de ce qu'il a aimé. Et là, on le voit avec ce Life of Chuck. Il a énormément adoré la nouvelle de base. Et il ne s'en cache pas, ce qui fait qu'il ressort l'émotion de celle-ci, avec la limite peut-être de faire, entre guillemets, le fan absolu de ce qu'il a adoré. Et du coup, il en fait une adaptation très, très, très fidèle dans un certain ton jusqu'à la voix off, même s'il prend quelques libertés aussi sur notamment les échos entre l'acte 1 et l'acte 3, quelques mentions de Carl Sagan. Ça, c'est pas spécialement dans la nouvelle, mais il va pousser plus. Mais bon, c'est à l'image de ce qu'il sait faire aussi, Mike Flanagan.
C'est quelqu'un qui va avoir du mal, hein, comme le disait Alessandro Jodorowsky dans le documentaire Jodorowsky's Dune. Il a du mal à rape and rape, voilà, hein, rape the bride, comme il disait, avec son ton un petit peu troll et problématique. Hein, tu Bah, connais, hein, il a tenté sur House of Usher et malheureusement, ça et s'est pas très voilà. fini. Et là, on y revient. C'est-à-dire que sur House of Usher, je pense qu'il a senti qu'il s'était loupé. Donc les gens, plutôt, n'ont pas apprécié le ton. Et là, il revient sur un truc vraiment où il a été fidèle. En plus, c'est quelque chose qu'il a lu pendant le confinement. C'est sorti un peu avant le Covid. Tu sens l'idée d'ailleurs de cette fin du monde, la fin d'un monde en tout cas. Je pense que ce film n'aurait pas été fait pareil s'il n'y avait pas eu le Covid. Et Mike Flanagan, c'est intéressant parce que ce qu'il a adapté avant de Stephen King, c'est des trucs plus horrifico-fantastiques. Enfin, flippant thriller pour Gerard's Game et Doctor Sleep, voilà. Et c'est intéressant, là, il va ailleurs, même si Stephen King aussi est déjà allé ailleurs. C'est pas qu'un auteur horrifique, Stephen King. Il a par exemple fait Stand By Me, même s'il y a ce rapport au deuil. Stand By Me qui a été aussi une immense adaptation cinématographique de Rob Reiner. Il a fait évidemment Les Évadés. Les Évadés, il n'y a rien de fantastique dedans. Rien, c'est du Stephen King. Et La Ligne Verte, alors, il y a du surnaturel dedans, mais on est plus dans cette tonalité-là dans The Life of Chuck. Et c'est vrai que on est dans cette émotion facile. Si vous avez aimé Les Évadés ou La Ligne Verte, c'est facile d'aimer ces films, même si on peut avoir cinématographiquement du recul avec l'expérience, en se disant qu'il y a des défauts, que c'est trop simple, etc. Que c'est pas pathos, mais on n'est pas loin, tu vois. On essaye de tirer les larmes, quoi. On peut penser à The Mist aussi, hein, si on veut, mais c'est plus dans le côté fantastique là du coup. Mais on est plus proche pour moi d'une émotion juste et qui touche au corps dans l'existence et l'évolution. Alors là, c'est plutôt la dévolution presque du personnage qu'on suit à l'envers. On est plus proche d'un Stand By Me pour moi. Il y a quelque chose qui est très facile peut-être, qui va toucher aux émotions, mais il y a aussi du cinéma, il y a quand même quelque chose qui va être universel. Et c'est vrai que Life of Chuck, c'est une œuvre qui est facile à beaucoup aimer. Et beaucoup de gens, là, les retours sont fous. Hein. Et des gens qui sont d'habitude très difficiles aussi, qui ont beaucoup aimé le film. La question à se poser, mais ça, on n'est pas dans le futur encore. On n'est pas avec les fantômes du Noël du futur. Petite dédicace à Robert Eggers qui va faire son Scrooge au secours. Euh, on a appris ça avant le record. Mais on n'est pas encore dans l'avenir. On ne sait pas comment le film va évoluer. Est-ce qu'il passera aussi bien au deuxième visionnage? Est-ce que dans 2-3 ans, on se souviendra autant de ce film? Bonne question. Pareil, par exemple, j'ai pas revu Here. Peut-être qu'en revoyant Here, je vais beaucoup aimer. Peut-être qu'en revoyant Life of Chuck, je vais moins aimer. Tout est possible dans ce genre de film. C'est un long métrage que vous voyez selon un mood précis et selon l'émotion que vous avez, ça peut être facile d'être cueilli. C'est vrai que nous, on le voit, toi et moi, on l'a vu, alors qu'on est en fin d'année, fatigué, le stress, l'angoisse de tout ce qu'on a pu vivre au niveau professionnel au sens large. C'est un film qui fait du bien, mais qui questionne aussi sur l'évolution de vie. Et ce qui est passionnant, c'est que toi, tu vas le voir du haut de tes bientôt 18 ans. Moi, je l'ai vu en tant que quadragénaire. C'est des émotions différentes, mais qui se recoupent. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu vois ce que je veux dire, peut-être. Parce que ça C'est parle quand même de deux la âges fin qui de est la plus ou vie. moins montré dans le film d'ailleurs. Ça parle de la fin de la vie et de l'évolution de l'adolescence vers l'âge adulte aussi. Donc, Bien sûr, et justement, moi c'est ce qui m'a le plus touché, en fait, justement, là-dedans. C'est toutes ces thématiques autour, évidemment. Il y a aussi un peu de psychologie, évidemment, dans ce film-là. On peut aussi y voir, je vais pas en dire trop parce que sinon ça va trop spoiler, mais de l'inconscient, en fait, la métaphore de l'inconscience, même de Freud, sur justement tous ces traumatismes et toutes ces peurs, en fait, qui se matérialisent quand on arrive à la fin, en fait, quand on arrive à la fin de sa vie. Ça, c'est quelque et chose que je trouve très intéressant. mort de rire, petit aparté, mais toi, tu es en pleine révision du bac Ouais, philo plus HLP, là, c'est le film qu'il fallait voir en ce moment. Quoi. vraiment, hein. Mais pour le coup, enfin voilà, il y a tout un truc autour de ce truc de fin du monde dont on reparlera en spoiler qui est vraiment passionnant. Et effectivement, c'est rare de voir un film qui est aussi malin. J'ai jamais vu un film aussi intelligent en fait dans sa manière de montrer ces gens en fait que tu vas croiser, qui vont pas être très importants dans ta vie, que tu vas peut-être même croiser une seule ou deux fois, avec qui t'as pas beaucoup interagi, et qui vont revenir en fait. Leur visage va te revenir, tu vas penser à eux. Et alors que voilà, c'est techniquement avec des gros guillemets, hein, c'est des gens random dans ta vie, ils n'existent pas techniquement dans ton cercle, mais y repenser en fait et avoir ce truc de bilan en fait dans ta vie, je trouve que c'est quelque chose qui est assez beau en fait. Et sur un film qui a pour les gens qui ont peur de la mort et tout, c'est très intéressant en fait. C'est le film arrive à souligner en fait toutes ces craintes et tous ces trucs et tous ces petits moments anecdotiques,
pour montrer qu'au final, c'est pas les grands moments qui sont très importants. C'est pas tout ce qui a besoin d'être expliqué, en fait. C'est pas tout ce qui est ultra signifiant. Des fois, c'est juste des scènes de danse ou c'est juste des choses comme ça qui vont être importantes en fait dans ta vie. Et le but, c'est juste d'en profiter. Et je trouve que la mise en scène le montre bien. C'est ce que je disais, c'est que c'est pas non plus quelque chose de très marqué, comme je vais dire n'importe quoi, comme je sais pas, une mise en scène de George Miller. En fait, on va pas être sur quelque chose de ultra marqué. Mais en même temps, le film arrive bien à montrer justement toute la beauté de ce monde-là avec ses grands cadres. Et en même temps, tu sens, ça je trouve ça plutôt bien foutu, tu sens l'angoisse des personnages en fait et leur mélancolie. Et ça, tu sens que c'est quelque chose sur lequel il s'est entraîné avec l'horreur. Notamment Hill House avec tous ces conflits familiaux en fait que tu voyais déjà. Et notamment, il y a une scène avec le grenier. On parlera du fameux grenier, de l'espèce de bureau ovale là, du coup, qui est un peu le Dans centre la maison d'attention. victorienne, une maison Voilà, c'est ça. victorienne très flanaganienne, du coup, Voilà, mais de la peut-être. troisième partie du film, et il y a notamment cette scène-là avec Mark Hamill qui regarde dans cette espèce d'hublot. Et là, pour le coup, tu sens vraiment les inspirations horrifiques, en fait, et son héritage horrifique qui Mm. ressort. Et c'est quelque chose qui marche vraiment bien en termes de réalisation. Et celui de Stephen King, du coup aussi. Ah Mais oui, ça va bien, les deux vont bien ensemble. Mais dans l'idée, ce que tu disais, oui, les petits moments lambda qui paraissent anodins dans nos vies, les gens qu'on croise, tout ceci mélangé aux grands moments de la vie aussi. Parce qu'il y a évidemment, il y a ces instants où tu as le personnage de Chuck qui va grandir, qui va évoluer, qui va avoir le personnage du grand-père joué par Mark Hamill, qui est un petit peu son exemple. Celui aussi qui le bride. Il y a la grand-mère, enfin, il y a l'opposition entre le grand-père et la grand-mère, on y reviendra plus dans la zone spoiler, et ce moment de danse du deuxième acte. C'est-à-dire qu'il y a des petits moments de vie, c'est ça, un carpe diem. En gros, à certains instants, vous savez pas quoi faire, vous êtes pris dans votre truc. Il faut savoir poser l'attaché case et peut-être se lâcher un petit peu. C'est un petit peu cette histoire de la deuxième acte. Le deuxième acte, qui pour moi, cette danse, elle est plus que magnifiquement mise en scène parce que Mike Flanagan évite l'écueil d'en faire trop sur le plan cinéma, tu vois, avec des mouvements et tout. Non, il suit bien les personnages. Voilà, il laisse la danse vivre. Ce qui peut parfois être l'erreur dans les films qui représentent la danse, c'est de trop en faire au niveau mise en scène. Enfin, c'est pas Babylone, quoi. Oh, je balançais un. ou Damien Chazelle, quoi. Ça, Non, mais ça c'est va, j'aime une. bien Damien Chazelle, mais voilà, quoi. Non, 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 mais c'est une pomme pourrie gratuite, surtout que moi, j'ai pas détesté Babylone, loin de là. Mais c'est vrai que c'est dans le surplus du surtout, quoi. Là, avec Flanagan, c'est plus posé. C'est plus proche à la fois de la psychologie, donc il y a des choses qui se passent, en regardant les étoiles, en réfléchissant sur des théories, sur le fameux calendrier calendaire de l'humanité, là, de Carl Sagan. Très très beau ça, hein. D'ailleurs, sur cette scène-là, tu te sens tout petit, c'est pas un spoil, c'est le prof au début qui en parle, que nous, l'humanité, on est arrivé le 31 décembre à 23h, je sais pas quoi, et dans l'histoire de l'univers, quoi. Donc en fait, notre vie, c'est un milliardième de seconde dans l'espace géant du cosmos. Et là, tu vois, tu te dis, quelles que soient tes croyances, tout ça, tu te poses et tu te dis, bah autant faire ce qu'on peut. Et en étant rien du tout, on est aussi un tout. Pour ça, le terme I contain multitudes, c'est un film qui parle à la fois du tout et du rien, tout simplement. Et c'est ça qui est génial dans ce film, c'est que c'est à la fois un film monde, et c'est un film très du quotidien, de petits trucs qu'on a déjà vus, voilà, l'enfant qui va grandir, qui va être un peu en opposition avec le grand-père qui est à fond sur les maths, sur la comptabilité. Au final, il va suivre plus la trace du grand-père en étant comptable, alors que la grand-mère, elle est plus artiste, mais il va quand même avoir des périodes où il va se sentir artiste, etc., etc. Et des tragédies et de deuil, du deuil mondial de la fin du monde au deuil aussi qui est annoncé donc de ses parents au début du troisième acte. Il y a les petites choses et les grandes choses, des choses qui nous dépassent. Mais à nous de dépasser ces choses qui nous dépassent. C'est un peu ça la vie en fait. C'est-à-dire que beaucoup de choses nous dépassent. On ne maîtrise pas grand-chose, mais à nous de faire notre petit bonhomme de chemin. Et de profiter de tout petits instants qui paraissent mais ridicules pour ton voisin, mais tu t'en fiches, toi. Tu n'es pas ton voisin. Si pour toi c'est important, tu le fais. Voilà. Toi, quand tu as créé la septième illusion, par exemple, des gens auraient pu te rire dessus en disant c'est nul, ça sert à rien de parler cinéma. Mais non, tu as eu envie de le faire, tu l'as fait, tu es content, quoi. C'est pas grand chose en soi. La septième Ouais, illusion, c'est c'est ça. pas grand chose. Mais C'est c'est surtout- très important, on se fait plaisir. Mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant là-dedans, en fait, c'est la décision. En fait, c'est très difficile d'en parler, notamment à chaud quand on l'a vu juste hier, Ah parce bah que oui. c'est un truc qui est tellement connecté entre eux. Je vais avoir besoin de le revoir, en fait, pour tout.
décimer et tout Et comprendre. essaye de En fait, lire la nouvelle si tu peux aussi, parce qu'elle est vite je lue. vais essayer de Et faire aussi, ouais, ouais. effectivement. Mais je trouve que même si parfois la voix off est un peu insistante, On le va en film parler. Ouais. en fait jamais trop sur le pathos en fait. C'est-à-dire que ce C'est ça. personnage-là, on sait ce qu'il va devenir dès le début du film même, et on n'en fait jamais trop. En fait, je trouve que c'est toujours bien caractérisé. Il y a une scène moi qui m'a fait vraiment pleurer vers la fin avec Tom Hiddleston, justement dans la troisième partie que je trouve absolument dingue aussi. Pour le coup, enfin voilà. Et surtout, moi, il y a un truc que je trouve dingue avec Flanagan. Et là, pour le coup, même dans des trucs moyens comme House of Usher, ça se remarque quand même. Je trouve que c'est un excellent directeur d'acteur. En fait, vraiment, je trouve que tout le Hmm. monde joue excellemment bien, que ce soit Karen Gillan, que ce soit, enfin, même Mark Hamill, que je trouve vraiment excellent. Je trouve que tout le monde est très bon. Tom Hiddleston, évidemment. Et surtout, c'est un excellent directeur d'acteur d'enfants. En fait, je trouve qu'il Eh oui. dirige excellemment bien les enfants. On le voyait déjà dans Hill House. Mais là, c'est vraiment très bien maîtrisé, quoi. On le voit d'ailleurs qu'il a laissé la liberté. Par exemple, le jeune Benjamin Pajak qui joue, donc Chuck à 11-12 ans, qui danse et tout. J'imagine la direction d'acteur très simple. Hein. Vas-y, amuse-toi. Voilà. Je pense qu'il y a dû avoir ça. C'est un peu Spielbergien aussi d'ailleurs dans cette idée de diriger les jeunes. Hein. On sait que Flanagan ne déteste pas Steven Spielberg. Il a même sorti Henry Thomas, pas de sa retraite, mais de sa semi-retraite. Hein, le petit garçon dans E.T., rappelez-vous. Donc, c'est pas un film qui peut être Spielbergien, quoique si, avec l'absence des parents quand même. Il y a un Il peu peut de y avoir ça, quelque et chose. en même temps, moi, le truc est vraiment dans un pur Stephen King, parce que même la gueule du gamin me rappelle un peu la gueule de Stephen King, en fait. Mais alors, moi j'ai rigolé parce que quand tu vois Chuck à 11 ans, d'ailleurs, très bon casting parce que Jacob Tremblay qui le joue à 17 ans vers la fin, il y a une vraie ressemblance, il y a quelque chose qui est un travail par exemple qui va mixer vers Chuck adulte plus tard Tom Hiddleston. Et quand j'ai vu donc les versions jeunes et tout, je me suis dit tiens, c'est un peu Sawyer aussi. Je rigole à peine. À 2-3 plans, je me dis tiens, c'est marrant. Je me suis dit tiens, mais attends, on demandera des performances de danse à Joseph Oh, un let's jour. go, hein. Allez, voilà. Non, mais plus sérieusement, allez, avant la zone spoiler, on va parler sur les potentiels défauts. Deux choses. Peut-être ces musiques de piano par moment qui sont par-dessus, mais ça fait jamais dans le pathos. Mais bon, la musique, par contre, n'est pas un défaut. On te sort du Moi, My je trouve la Sharona musique avec très un bien, petit mais moonwalk, ouais. là, un petit moonwalk sur My Sharona. Voilà, c'est ton défi pour tes 18 ans. Tu fais un moonwalk sur My Sharona. Ah, ça me va, hein, je vous invite. Et ça sera évidemment en reel sur la 7ème illusion. Let's Euh, go. Et puis il y a Give Me Some Loving aussi, un morceau. Alors, je sais plus dans quel film ça a été utilisé. Je pense que c'est pas dans Forrest Gump. D'ailleurs, j'ai un gros doute parce que Forrest Bon, Gump il c'est est un jukebox. dans plein, hein, pour le coup, je crois, hein. Mais il y a ces chansons-là qui sont des chansons de joie de vivre, quoi. Mais bon, les petits pianos, les petites musiques composées par-dessus, étaient-ce nécessaire? C'est vrai qu'il y a une scène à la fin de l'acte 3, qui est le premier acte, il aurait pu avoir du silence. Voilà, il aurait pu avoir du silence. On va en parler dans la zone spoiler. Et la voix off alors? Alors la voix off, c'est pour montrer qu'il est fan de Stephen King, oui. Mais est-ce que ça fonctionne pour toi la voix off? Des fois oui, des fois non, hein, En en fait, fait. elle fonctionne. Des fois, elle appuie un peu trop le propos, et en même Il y a temps, de elle arrive à l'humour. Il y accentuer a le de côté l'humour avec la voix content. off. C'est Quoi? l'ironie. Il y a de l'ironie et de l'humour des fois dans la voix off. Évidemment, et même la voix off fait très cliché, hein. Elle fait très genre c'est vraiment une voix off qui annonce en mode trailer, quoi. Enfin, tu vois, enfin, il y a vraiment ce truc-là. Elle fait très cliché, et je pense que c'est volontaire. Maintenant, est-ce qu'elle était vraiment nécessaire? Je sais pas, mais c'est pas non plus ce qui m'a complètement sorti du film non plus, quoi. C'est Nick Offerman d'ailleurs qui a fait la voix off. C'est pas Ah, n'importe ce qui est qui. marrant du coup, ouais, ok. Ouais. Ça, on voit le côté décalé et tout. Mais bon, allez, je te propose qu'on rentre dans la zone spoiler quand même. Parce que, Allez. alors, spoiler, bon, on peut quand même parler un peu plus dans la zone spoiler de la scène de danse en soi. C'est pas vraiment du spoil, mais c'est le pivot du film. Hein. C'est le moment. Alors, moi, ce qui m'a choqué dans cette scène, c'est que déjà, c'est le truc dont il se rappellera en dernier, grosso modo. Parce qu'il va avoir, Chuck, une maladie de dégénérescence ultime, horrible, où il va souffrir, il va être paralysé, il va perdre la mémoire. Il n'y a pas pire comme fin de vie, en fait. C'est ça qui est terrible hein, quand tu vois ça. C'est presque flippant d'ailleurs. Mais le dernier truc dont il se souviendra, c'est cette scène de danse, en écho avec la scène de danse quand il était plus jeune, donc sur Gimme Some Lovin', avec une. Pas du tout sa fiancée, il y a même pas de love interest avec cette fille plus âgée que lui. Et cette scène, c'est le pivot ça va être le moment de ma vie où je lâche un peu prise. On voit que c'est quand même le comptable très propre sur lui, très marketing, qui a une épouse, il est hyper fidèle. Tu vois l'idée, quoi.
C'est le moment où, dans ce moment de joie ultime, et pourtant lambda, hein, c'est le moment où il va commencer à être malade d'ailleurs. Il ressent sa première souffrance, 9 mois avant sa mort. C'est terrible en fait comme scène, quand on y pense. C'est à la fois beau et comme tu sais comment il va terminer, dans l'autre sens, ça n'aurait pas fonctionné pareil, quoi, par exemple. Bah, et pour le coup, c'est accentué par la voix off qui est là pour faire très cliché, mais qui dit un truc qui est assez terrible en fait et qui est assez triste. C'est Truman Et Show à ce moment-là. T'as l'impression que c'est la mise en scène de Truman Show et que les personnages vont se rencontrer au moment où c'est il fallait ça, qu'ils et se rencontrent. ça pour le coup, je trouve ça vraiment balèze et la scène de danse c'est vraiment fabuleuse. Mais effectivement, ça marche plutôt bien. Et je trouve que justement, ce truc-là de pas avoir besoin de comprendre, évidemment, tout est relié parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre certaines choses qu'on doit juste les ressentir, un peu comme le film finalement. En même temps, justement, il y a tout ce rapport aux maths qui, là pour le coup, on est sur de la déduction pure et de la compréhension pure. Les maths qui évidemment aussi servent à repérer les astres aussi et à rechercher les étoiles. Il y a beaucoup ce rapport-là aussi avec le début du film et la fin, le troisième et le premier acte notamment. Il y a la scène de l'étoile filante là que je trouve vraiment belle aussi, et des choses insignifiantes qu'on rajoute pour aussi leur donner de l'ampleur en fait. Ce truc-là aussi de la blessure qui est vraiment anecdotique là du coup, où justement on essaye de rajouter de l'ampleur et du truc, alors que finalement on n'en a pas besoin. En fait, c'est des moments anodins qui font que notre vie est spéciale. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment beau, en fait, et vraiment bien accentué dans le film. Évidemment, tout ce que je disais par rapport à, dans la partie no spoiler, sur ces personnes anecdotiques qu'on croise et qu'on va se remémorer parce que, évidemment, mon interprétation, et je pense que c'est ça, c'est que tout le monde de Chuck se détruit car lui meurt, donc c'est évidemment les multitudes, etc. En fait, son monde à lui qui se détruit avec sa mort. Alors, autant Donc, dire, le troisième bah, acte qui commence le film, c'est que dans la tête de Chuck qui se meurt, donc le bah, monde c'est se meurt ça. avec lui, voilà, tout Et simplement. le Et ça personnage renvoie, de... tu sais, ça renvoie à ce que dit sa prof quand il est plus jeune, quand on lui prend l'espace entre la tête, on lui dit, c'est là, tu contiens des multitudes. C'est ce moment qui l'a Ah oui, marqué à vie, qui fait bien qu'à sûr, sa ouais. mort, il s'imagine que tous les gens qu'il a rencontrés plus ou moins dans sa vie, proches ou pas proches, vont être dans son dernier monde. Et d'ailleurs, le film s'ouvre, et en fait, elle lui dit ça, et juste après, il quitte la salle, et il croise, en fait, dans une autre classe, le personnage de Chiwetel Le Ejiofor, prof de pardon si j'ai musique. mal Je crois que c'est le prononcé. prof de musique, du coup, parce qu'on le voit avec une sorte de guitare pendant le bal à la fin. J'imagine, ouais, c'est possible, mais du coup, c'est lui qui lui dit, ah voilà, t'as un vrai talent, ou quoi, quand il passe. Et on voit aussi Karen Gillan, je crois, en arrière-plan, dans cette scène-là aussi, je crois. Ouais, c'est possible. Et c'est là où il faut revoir le film. Parce qu'il y a des échos. C'est tout simplement tout ce qu'il y a dans le troisième acte revient en écho avec le gars des pompes funèbres, là, le croque-mort, qui a Même le enterré le deuxième, hein, grand-père. il y a la fille en roller aussi. Ouais, la fille en roller, c'est là où on se dit d'ailleurs dans le deuxième où est la limite de la réalité, presque. Mais elle est réelle, Bien hein, sûr. cette danse. Mais tu vois ce que je veux dire, on est déjà dans les souvenirs de Chuck qui est en train de mourir dans le deuxième acte. Alors que le premier acte, c'est vraiment très terre à terre ce qui a pu se passer. Même s'il y a cette imagination fantastique, au final, n'a-t-il pas amplifié ça pour nous, spectateurs? Enfin, tu vois ce que je veux dire, dans sa vie, dans sa réminiscence. Bien sûr. Est-ce qu'il y a vraiment dans cette coupole, dans ce grenier, un truc qui permet de voir, parce que c'est ça hein, l'idée, de voir d'avance la mort des gens. Un petit peu le syndrome Big Fish avec la sorcière. Je sais pas si tu as vu Big Fish de Tim Burton. J'ai vu des bouts, mais j'ai pas vu en entier Big Fish. Bon, bon, c'est pas un spoil, c'est une sorte de sorcière qui peut prédire quand tu regardes son œil comment tu vas mourir. C'est parti de D'accord. justement de divaguer sur des histoires en les transformant en contes. Le film aussi, il joue avec le réel, mais la vie est réelle, mais on peut aussi la subjuguer, la sublimer, mais avec pas grand chose. Et c'est ce que fait Mike Flanagan. Il subjugue des choses, mais sans aller dans le surplus non plus. Et c'est vrai que les échos qu'on peut avoir, il y a une forme de synchronicité entre le réel et l'imaginaire, et entre la vie et la mort, en fait. Et tout est contenu dans le truc de Carl Sagan. Hein, parce que quand on le voit, enfant, regarder à la télé, quand il parle de sa théorie du calendrier de l'humanité et tout, enfin de l'univers plutôt, et que dans la première partie, tu as le prof qui en parle, bon, bah, moi je trouve ça très beau, justement. D'ailleurs, je sais pas ce que tu as pensé de la fin de ce troisième acte, de cette première partie. Ouf. Bah, qui te fait un gros choc parce que du coup, moi, comme je l'ai dit, moi, le film m'a perturbé au début. J'ai presque même eu un peu du mal à rentrer dedans au début, en fait, étant vraiment perturbé, en fait. Je savais vraiment pas où le film m'emmenait. Et justement, cette fin d'acte, elle m'a rappelé un peu aussi Don't Look Up aussi sur forcément. Mais en fait, je trouve que il y a ce truc vraiment de resserrer à chaque fois
même sur des enjeux en fait qui sont énormes comme celui-là. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment beau. Et notamment tous les visuels autour de Chuck avec ces espèces de vitrail où lui, et d'ailleurs c'est la pub la plus chiante du monde au final. Hein. T'es en fin du monde et t'as un énorme Tom Hiddleston qui s'affiche. Mais non, blague à part, pour le coup, moi, c'est un visuel que je trouve vraiment magnifique et qui, pour le coup, m'a vraiment pris dedans et qui m'a vraiment emporté. Pour moi, c'était le point de départ du film, vraiment. D'ailleurs, ce premier acte et tout, enfin, le troisième acte, du coup, bon, le début, on va dire, c'est compliqué. Ça joue sur l'humour. C'est très drôle, en fait. Enfin, c'est ironiquement drôle. C'est la fin du monde et il y a Chuck qui apparaît partout. Et sur les fenêtres, ça n'a absolument aucun sens. On est dans une sorte de film de fantôme indirect, genre marketing pub, là, avec quand tout s'éteint, mais apparaissent sur les fenêtres, Chuck, après 39 ans de loyaux services et tout. Et la fin, du coup, avec les étoiles qui s'éteignent une par une, qui font écho avec sa machine qui se débranche, quoi. Bien sûr. Et en plus, les étoiles, symbole aussi forcément du fait qu'il y ait des astres et des trucs à voir dans l'observatoire, dû évidemment de lui quand il voit les étoiles gamin en fait, et qui peut aussi être vu comme une espèce de naissance en fait du truc de la danse quand il va dehors en fait pour regarder le ciel et qu'il re-rentre avec toute sa confidence, tout son truc. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très symbolique. Évidemment, il y a cette espèce d'inconscient dont on parlait. Il y a des gens qui laissent leur voiture, qui se retrouvent coincés, etc. Pendant la fin du monde. Ce qui est lié aussi à comment, à merde, à l'accident de voiture aussi de ses parents. Aussi, on peut y voir aussi un espèce de refoulé en fait là-dedans. Et aussi, moi, je terminerai là-dessus aussi. Le film m'a fait penser à mon film préféré de David Fincher, en fait, qui est vraiment pas le film préféré de tout le monde de Fincher. Je crois que toi aussi, tu l'aimes beaucoup. Il m'a fait penser aussi à l'étrange histoire de Benjamin Button, en fait. Ce truc Oui, oui, oui. bah ouais, mais qui est vraiment, moi que je trouvais être un chef-d'œuvre, Bien sûr. qui arrive vraiment totalement à faire ces espèces de moments anodins qui se transforment en moments très spéciaux de la vie, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment, avec les voitures abandonnées, les gens qui rentrent un peu hagards et tout, ça peut faire un peu film de zombie aussi. Ça montre aussi à quel point on était addict. On peut être addict dans notre monde à tout ce qui est Internet, à nos voitures et tout, et que ces gens, une fois que, alors oui, la fin du monde arrive, mais ils sont déshumanisés, quoi. C'est triste d'ailleurs. C'est peut-être le moment là où il faut se reconnecter à ses proches, mais on sent que c'est des gens qui ont même plus rien en fait. Bah, d'ailleurs, on Et parle de reconnexion, c'est tout le débat au début en disant est-ce que tu penses qu'il y a plus de divorces ou de remariages, etc. Matthew Lillard, extraordinaire ce passage. Et Parce que vraiment, et assez touchant en plus, parce que tu sens qu'il est au bord de la crise, quoi, vraiment, en fait, et qu'il rigole pour faire passer le truc, quoi. Enfin, il est je sais pas quel vraiment. accent ils lui ont donné. Je sais pas quel accent ils lui ont donné. C'était un peu chelou, mais. Non, effectivement. Mais sinon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est difficile parce que ça. Ah bon, oui, la toute fin. Donc quand le personnage de Chuck il comprend que c'est lui sur un lit de mort, mais il est trop loin pour savoir à quel âge il va se retrouver sur ce lit de mort, parce qu'en plus cette maladie dégénérescence le vieillit fatalement. Et c'est là où, pour toi, je pense que tu as dû rester pendant le générique un petit peu sans respirer ou immobile, ce qui m'est arrivé. Et que le générique, tu le laisses dérouler. J'avais ressenti ça à la fin d'Asteroid City, même si c'est pas du tout la même chose, où tu laisses le générique se passer. Euh, mais cette fin où il refuse en fait de se laisser abattre par ce qu'il a vu et il décide de, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, I deserve to be wonderful, I contain multitudes. C'est là qu'il décide de vivre une belle vie. Et pourtant, le paradoxe, c'est qu'il va quand même devenir comptable, très carré, peut-être pour l'héritage du grand-père. C'est-à-dire que c'est amusant, mais on sent qu'il est hanté aussi par l'héritage du grand-père, qui représentera à jamais pour lui aussi cette pièce fantôme. Bah oui, et d'ailleurs, cette pièce fantôme, elle est vraiment passionnante quand tu te rends compte, même aussi le côté très simple en fait de la pièce, c'est-à-dire que c'est juste une pièce ronde avec rien dedans. Et évidemment, ça fait très Stephen King. Pour le coup, c'est là où je disais aussi que ça faisait très quatrième dimension en fait, cette espèce de reveal de ces personnes qui voient leur mort en fait dans cet hublot et dans ce truc-là. Et le fait de l'accepter, en fait, le fait de la laisser passer, c'est vrai que c'est un geste qui est vraiment très beau dans le film et qui m'a vraiment ému. Et pour le coup, qui m'a vraiment tétanisé. C'est vrai que je suis resté assez sans voix. Et le film m'a vraiment agrippé sur les 2 dernières minutes. C'est assez fort, en fait, de finir son film comme ça. Et c'est assez radical, en fait, surtout. C'est ce que j'ai apprécié. C'est aussi pour ça que j'aime autant le film. C'est que je trouve que faire un film comme ça en 2025, aussi
original, enfin pas original parce qu'évidemment c'est adapté d'une nouvelle, mais aussi non conventionnel en fait, je trouve ça brave et justement c'est un geste que j'ai vachement envie de saluer quoi. Et puisque tu parles de la quatrième dimension, il y a un épisode un peu à part qui a été réalisé par un Français qui s'appelle Robert Enrico, qui s'appelle La rivière du hibou. Je sais pas si tu l'avais vu. La rivière du hibou, ou en version originale, An Occurrence at Owl Creek Bridge, qui est en fait un moment d'expérience de mort imminente où quelqu'un, voilà, il va essayer de s'imaginer quelque chose avant de mourir. Bah, c'est un peu ça, là. C'est-à-dire qu'il va avoir son expérience de mort imminente au moment où il s'éteint. Et ben, en quelques secondes, il crée une multitude de vies qu'on voit dans l'acte 3 qui commence le film, quoi. Donc, et puis la fin, ce plan final qui est statique sur cette pièce vide, en dit long aussi. C'est-à-dire que, en gros, le message du film, c'est que voilà, là, il y a un espace vide, à Chuck de le remplir derrière. Comme vous avez vu le film avant, il a réussi à le remplir avec des petits riens, mais aussi avec un grand tout au moment où il va vers la grande inconnue, quoi. Bah, je suis totalement d'accord, ouais, pour le coup, on peut conclure là-dessus avant peut-être de faire un caméo final. Je trouve que c'est pour le coup vraiment, c'est pas un film parfait, mais ça sera un de mes grands films de l'année. Je pense que ça sera un des films les plus marquants de l'année, facile dans mon top 5 déjà. Pour le coup, on verra comment ça évolue. Évidemment, on a plein d'autres films cette année qui nous attendent, mais pour le coup, ça m'a vraiment désarmé en fait. Le film m'a vraiment emmené et je savais pas du tout où le film m'emmener. Et c'est peut-être un des films qui m'a le plus surpris cette année, avec peut-être le film de Harry Astor. Et du coup, rien que pour ça, j'ai envie de le saluer et je trouve que le film est vraiment un des grands films de cette année, quoi. Ouais, il fait partie des films les plus marqués et marquants de l'année. Alors moi, toi, tu l'avais pas aimé celui-là. Je le rapprocherais au niveau de l'émotion pure et de l'expérience de l'atmosphère globale à la présence de Soderbergh, même si c'est différent. La présence de Soderbergh m'avait remué aussi. Et d'autres films, évidemment, qu'on vous conseille, La Chambre d'à côté de Pedro Almodovar, maintenant qui est sorti en VOD et DVD, donc vous pouvez le voir. Et des films chinois aussi, Les Feux sauvages ou Black Dog, qui sont très marqués aussi, mais très différents, hein. Au passage, Je pense que tu enfin, les aimerais d'ailleurs. on est vraiment sur, on n'est pas sur notre dernière adaptation de Stephen King cette année, hein, parce que du coup, Ah, bah alors tiens, c'est marrant parce qu'il va y avoir de Long Walk ou Marche ou crève en français, et il y aura encore Marc Hamill dedans, mais il n'aura pas le même et rôle, hein. il y aura aussi Running Man de Edgar Ah oui, Wright. c'est vrai qu'il y a ça Et aussi. on a eu The Monkey que tu as adoré aussi cette année. Oh là là, ouais, en plus, même en termes d'écrit, c'est pas le meilleur Stephen King, mais alors en termes de film, au secours, hein. Mais ça parle aussi de la vie sur deux temporalités, remarque, hein, finalement, c'est King qui réfléchit aussi sur son existence et sur l'existence au sens large depuis toujours. Et alors le caméo final, ah bah, alors là, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, c'est notre cher Le Bûcheron du cinéma qui débarque et qui va avoir un autre son de cloche, je crois. Dis-nous pourquoi tu as haï. Non, tu l'as pas haï. Tu as des bémols, je crois, sur Life of Chuck. Beaucoup de bémols. C'est-à-dire que moi, on sait que Flanagan a beaucoup rendu hommage à Stephen King, hein. Moi, Midnight Mass, qui est un hommage à Salem Lot, euh, même Mountain House, qui a des échos à Stephen King, évidemment, Shining, et même d'autres. Euh, Là, en fait, et bon, c'est moins problématique que dans Doctor Sleep, hein, qui est une purge absolument infâme. Moi, mais bon, moins pire que le bouquin. Euh, c'est que, en fait, le problème de Flanagan, c'est que quand il transpose directement un texte qu'il aime beaucoup, et c'était aussi le problème avec Usher aussi, c'est que du coup, il se laisse absorber par les lettres, par la plume de l'auteur. Euh, et c'est assez problématique, c'est-à-dire que le texte, pour moi, en fait, met un drap sur une quelconque mise en scène de l'émotion, et aussi ce piano que j'avais envie de trucider. Euh, voilà, à chaque instant. C'est-à-dire que tout est surappuyé, tout est surexpliqué. On ne laisse pas la mise en scène respirer, on laisse pas la mise en scène raconter au lieu de la plume, qui des fois aussi a le droit à évidemment ce mordant ironico-dramatique, tragico-comédie, hein, cher à Stephen King, hein, évidemment. Sur notamment le passage avec la femme qui vient de se faire larguer par son mec assez méchamment. Et en fait, il y a toute cette ironie où le personnage reprend
le poids sur le texte, d'un quelconque conteur, parce que c'est aussi un film de conteur. Et voilà, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur, par exemple, la scène de danse qui est assez magnifique. C'est-à-dire que peut-être que la vie, elle existe aussi sur les quelques instants où on s'éloigne aussi de notre propre chemin, notre propre destinée, quoi. C'est un peu ça aussi chez Flanagan, c'est-à-dire que la mort est source de vivant, toujours. Et, euh, et voilà. En même temps, je retrouve quelques trucs chez Flanagan, et là, je pense qu'il y a un texte littéraire beaucoup trop envahissant. Et Ah, il c'est l'est. les limites de Flanagan. Je te confirme, il l'est. C'est très fidèle. Mais il y a quand même des variations avec Et les pour échos, autant, des choses Midnight comme ça. Mass, c'est une des adaptations les plus fidèles qu'on peut Ouais. trouver chez King. Mais il Qui va n'est pas plus une loin dans adaptation. il va quand même plus loin dans l'exploitation des personnages qui reviennent entre l'acte 1 et 3, les échos et tout. Ça, c'est moins dans Stephen King parce que forcément, à l'écrit, tu peux moins le mettre. Là, il arrive à visuellement faire des choses là-dessus quand même, hein. Donc, le croque-mort, tout ça, là. Ouais, de temps en temps. Par exemple, le coup de la chambre et tout, ça fonctionne très très bien. On retrouve l'horreur qui est chère à Flanagan et à Stephen King. C'est-à-dire, en fait, l'horreur qui est visualisée à un endroit précis, à quelque chose de précis. Parce que c'est une Ouais. horreur qui est toujours matérialisée de toute façon. Peut-être que Puis c'est l'horreur, l'horreur de l'inconnu en même aussi. temps, la beauté de la vie, c'est peut-être aussi le moment où on se rend compte que quand on va disparaître, c'est aussi le moment de la vie. Mais malheureusement, la fin est gâchée par le texte et ce fucking piano. Mon Dieu, Ah, j'ai envie de le trucider, ce piano. c'est les Newton Brothers, c'est ça les Écoute, compositeurs, je crois. Ouais, ouais, attends, et, c'est Ouais. pas et grave parce que pourtant, tu ils ont auras fait la BO de l'accident de Midnight piano Mass, hein, pourtant. pour te soulager plus tard ce mois-ci. Hein? Tu auras l'accident de piano ce mois-ci pour te soulager un peu. Ah oui, Ah, ouais, c'est un prélude, c'est un prélude à l'accident de piano de Quentin Dupieux. Oui. Il va du coup, détester quand le tu vas piano. casser le piano, je vais faire youpi! Oh putain. Je sens que le Quentin Dupieux, il n'y a que moi qui vais aimer dans l'équipe. Je le Eh, la sens bande-annonce c'est vraiment vraiment comme une super. maison. Hein. Je l'ai vu au cinéma et tout. On va être deux. On va être deux, Joseph, à l'aimer. Je te jure. Bon, Mais allez, ça va être aimer un c'est le réel dain d'extrême 2. droite, allez, allez, hop. Oh, pas du tout. C'est le dain 2, à mon avis, l'accident de piano. Moi, j'ai ressenti le truc, le dain. Voilà. Vous voyez le dain avant l'accident de piano, petit feeling. Non, mais voilà, pour conclure, bah, tu fais partie de ces gens, ils ne sont pas rentrés dedans et on peut comprendre pourquoi. C'est vrai, voix off, trucs surécrits, la musique et tout. C'est vrai que sur certains points, il n'y avait pas besoin. Par exemple, la fin du premier acte, enfin l'acte 3, du coup, c'était pas nécessaire. Mais bon, Bah, du le coup, je vais problème, laisser. Oui, bah, tu disais. le truc, c'est que moi, en fait, c'est que ces textes sont puissants dans ces séries. Quand il écrit dans ces séries, c'est parce que il laisse. En fait, le truc, c'est que la série a le temps de laisser les dialogues vivre. Et quand du coup, il y a un moment de silence, il est là aussi. Et le problème, c'est que quand il doit passer au format cinéma, bah, le truc, c'est qu'il est attaché à ces textes qu'il écrit, hein, ou même les textes qu'il aime beaucoup et qu'il veut citer, ce sont des beaux textes. Mais le problème, c'est que du coup, le cinéma ne peut pas complètement s'emboîter avec son style d'écriture. C'est aussi le Ouais, mais il problème reste. quand un Là, créateur de série passe au cinéma. là, il reste sériel avec ces trois actes, hein. Tu aurais pu avoir ces petites mini-séries de 3 épisodes, hein, un peu. Bah, je pense que ça aurait été meilleur en série. Je Mais pense. oui, mais oui et non, parce qu'ils sont tellement liés dans la synchronicité et les échos, les En trois fait, actes, que c'est difficile d'imaginer une mini-série comme ça avec 3 épisodes. je comprends le reproche, mais en même temps, c'est vrai que c'est compliqué et surtout d'avoir genre trois trucs comme ça. Là, pour le coup, on a une vraie connexion et on a un vrai impact du fait qu'en Ouais, plus on l'a vu en film, donc on a vu tout ensemble et tout ce truc-là. Pour le coup, c'est ce qui marche Hum. aussi vraiment sur le rythme du film, quoi. ouais. Non, mais c'est intéressant en tout cas. Non, mais... Et on a hâte d'avoir vos avis. Voilà, on va laisser notre cher Sawyer faire la conclusion parce que en face de moi, il y a les espaces verts en folie. Donc si vous entendez quelques petits trucs, c'est normal. Mais allez voir Life of Chuck en salle. Allez, voilà, moi j'ai envie de dire ça. Évidemment, évidemment. Mais du coup, bah, merci beaucoup à toi, Jules, en tout cas, d'avoir fait ce débat avec moi. Et à toi, Adam, du coup, d'être venu en caméo final aigri, hein, comme d'habitude, mais bon, on a l'habitude. La balle perdue, c'est horrible. Mais écoutez, Il a fait un merci. Je caméo veux ma paye. Je veux ma paye.
Il a fait Je un t'appelle, caméo. les revenus de cette vidéo seront versés à Adam, vous le saurez ici. Ouais, et Adam, et Adam a fait un caméo en étoile filante un peu à un moment comme ça. ouais, c'est En ça, gars un peu lambda comme, ouais. anecdotique. Non, je plaisante. C'est un peu le David Dastmalchian de cette vidéo, Adam. Mais le pire, c'est que l'étoile filante, qui à un moment, moi aussi j'ai souri, j'étais touché à la fois. Ah bah oui, il aime Spielberg aussi, bien sûr, hein, Flanagan, j'en parlais tout à l'heure, mais ce moment-là, allez, Non, voilà. mais en fait, Mais c'est oui. en gros, Et nous, Adam, on aime globalement, le Spielberg. David Dastmalchian de cette vidéo sans Pornhub, globalement. Et C'est d'ailleurs, drôle. d'ailleurs, le personnage de David, là, j'ai pas envie d'écorcher son nom, c'est pas bien, Das Malkan, voilà. Le personnage de David, en gros, c'est l'écho dans le dernier acte du gars qui s'est suicidé. Hein. Bah, bien sûr, oui, aussi, effectivement. Oui. C'est lui, et c'est limite lui, d'ailleurs, en soi. Voilà. C'est vrai, et c'est toujours une bonne occasion quand il est dans 2 plans dans un film et que ça me casse les couilles qu'on le voit 2 plans dans un film, de dire que c'est un excellent acteur et qu'il faudrait le voir plus au cinéma, notamment dans les Night of the Devil que moi j'ai beaucoup aimé. Ah oui, Mais Night écoutez, with the Devil, oui, oui, il est bien. Le film il est a vraiment ses limites, mais lui, il est très bien. Hein. Ça, c'est ah sûr. oui, lui il est vraiment super. Mais écoutez, voilà, merci beaucoup à vous deux. On se retrouve une prochaine fois évidemment et n'hésitez pas à partager la vidéo, à en parler dans les commentaires évidemment pour débattre avec nous du film, on répond à tout. D'ici là, on vous dit à la prochaine, ciao ciao. Ciao! Ciao.